Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, ce lundi 7 octobre 2019, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, voici les titres de cette édition. L'agence de voyage Prêt-à-Partir a tenu à rassurer ses clients concernant la faillite de Thomas Cook. Explication à découvrir dès le début de ce journal. Les pompiers haut-marnais se sont réunis à la Ballastière pour un cross départemental. Retour en images dans quelques instants. Gérard Larcher, président du Sénat, était l'invité d'honneur du Congrès des maires de Haute-Marne qui se tenait ce samedi à Nogent. Et nous terminerons sur le musée de Saint-Dizier qui a célébré la fête de la science avec une soirée de lecture. En septembre, l'agence anglaise de voyage Thomas Cook a fait faillite. À Saint-Dizier, l'agence Prêt-à-Partir était franchisée Thomas Cook et proposait des offres de voyage. Vendredi soir, elle a tenu à rassurer et répondre aux questions de ses clients. Un reportage signé Lisa Lamorlette. Avec la faillite de Thomas Cook, un vent d'inquiétude soufflait sur l'agence de voyage Bragarde, franchisée du voyagiste anglais. François Piot, président du groupe Prêt-à-Partir, est venu ce vendredi rassurer près de 70 clients de l'agence située rue Émile Giraud. Concrètement, les clients étaient inquiets parce que quand vous achetez un voyage, vous versez des acomptes dans une agence et vous ne savez pas ce que cet argent devient si le voyagiste disparaît. Donc là, pas de panique puisque en France, comme dans les autres pays en Europe, les États garantissent les acomptes qui sont déposés par les clients. Et de toute façon, chez nous, l'argent de nos clients est toujours là, il n'a pas été envoyé chez Thomas Cook. Les clients ont aussi pu être rassurés à propos de leurs vacances. En toute transparence, François Piot a évoqué les remboursements et les remplacements de voyages. Thomas Cook a un tour opérateur qui s'appelle Jet Tour, qui a annulé les voyages jusqu'à fin novembre. Et je pense que Jet Tour annulera des voyages ultérieurement. Pour les voyageurs qui ont acheté un voyage Jet Tour dans une agence de voyage, qu'elle soit Thomas Cook ou une autre agence de voyage, ils seront soit remboursés, soit une solution de remplacement leur sera proposée par leur agent de voyage. Mais dans tous les cas, au pire du pire, ils sont remboursés par leur agent de voyage ou par le garant financier. Une opération de dialogue qui semble avoir marché auprès de ses clients. L'histoire de Thomas Cook, donc on a eu peur. Donc l'entreprise Prêt-à-Partir nous a bien conseillé et puis nous a bien rendu service, comme quoi qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait toujours partir tranquille. Depuis quelques jours, l'agence a changé d'enseigne pour devenir Prêt-à-Partir. Elle ne vendra donc plus de produits Jet Tour et va devoir faire avec de nouveaux prestataires. Jet Tour, ce sont des bons produits, ce qu'on appelle des produits moyens haut de gamme, avec des clubs de qualité. Il y a d'autres acteurs, on a parlé de Luxair Tour avec ses Luxi Club, les Kappa Club, qui sont d'excellents produits, le Club Med aussi, donc des solutions de remplacement, il en existe. Et, même si en tant que chef d'entreprise, j'ai une petite appréhension sur le fait que la faillite de Thomas Cook va sûrement entraîner une hausse des prix dans notre métier. Voilà, on entend déjà des tours opérateurs qui disent, entre guillemets, profiter de la faillite de Thomas Cook pour réduire l'offre et augmenter les prix. Donc nous allons être vigilants sur le rapport qualité-prix à l'avenir, en particulier pour l'été 2020 pour nos clients. Et ce samedi se tenait le cross départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Ainsi, des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers étaient au rendez-vous. Un reportage de Linda Benaïssa et Antoine Regnault. Ce samedi, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne et l'Union départementale des sapeurs-pompiers ont organisé, en partenariat avec les centres d'incendie et de secours de Saint-Dizier et Bettencourt-la-Ferrée, leur traditionnel cross-country départemental. L'écrin de verdure des étangs de la Ballastière a servi de décor à ce rassemblement sportif qui conviait aussi les familles à participer. Très agréable comme format, ouais. Un site qui est assez joli, donc c'était sympa comme course. Ouais. Alors, le site de la Ballastière se prête très parfaitement à l'organisation d'un cross-country
comme nous avons l'habitude de l'organiser, c'est-à-dire un terrain gras mais qui est plat et dans un site merveilleux avec l'eau, la forêt. Donc c'est ce terrain donc, qui nous est favorable pour organiser agréablement notre cross départemental annuel. Le sport fait déjà partie des sapeurs-pompiers puisqu'on en a besoin pour notre entraînement physique, mais c'est également le moyen de se confronter amicalement tous les centres de secours les uns contre les autres, ou du moins les uns avec les autres. Et donc cette journée a réuni 350 coureurs, également avec leurs familles, puisque les familles ont pu participer à une petite course populaire pour les gens qui ne voulaient pas être classés sur des courses et qui ne voulaient pas vraiment rechercher un podium. Voilà, c'est un peu la nouveauté cette année. Alors nous avons un peu plus de 300 participants. Donc 200 jeunes sapeurs-pompiers et 110 adultes et quelques participants pour la course populaire, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas sapeurs-pompiers mais qui ont voulu nous rejoindre pour cette manifestation. Là encore pour un effet d'entraînement et puis peut-être susciter des vocations puisque les sapeurs-pompiers recrutent toujours des volontaires. 4 départs ont été donnés durant cette journée sur des parcours allant de 2960 mètres à 9670 mètres. Les premiers concurrents se sont élancés à 13h30. Les dernières épreuves ont quant à elles débuté à 15h30. Alors différentes épreuves, donc ce matin l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Dizier a organisé une marche très conviviale amicale et depuis 13h30 les premières courses ont pris le départ avec les benjamins pour se terminer par les vétérans et hommes et femmes en fin d'après-midi. La cérémonie de remise des médailles célébrant les 3 premières arrivées de chaque course a clôturé cette journée placée sous le signe de la convivialité et de l'esprit de corps cher aux pompiers. Eh bien, l'entraînement physique fait partie des obligations du sapeur-pompier pour être efficace en intervention. Et donc, ce genre de compétition favorise l'émulation et permet de trouver du sens à l'entraînement. Et ça nous permet d'être efficaces et surtout de pouvoir travailler en sécurité. Il y a une émulation pour nos jeunes et nos sapeurs-pompiers. C'est vrai que les compétitions régionales et nationales, c'est très très motivant pour eux et on sent un enthousiasme et un dynamisme certain. Les vainqueurs ont pu savourer leur victoire et gravir les marches du podium sous les applaudissements enthousiastes du public venu en nombre pour les soutenir. Alors, le cross national aura lieu au mois de mai l'année prochaine, mais en attendant, les jeunes sapeurs-pompiers, eux, vont encore franchir une étape puisqu'il y aura un cross régional qui sera organisé tout début de l'année prochaine, donc qui va réunir les 10 départements de la région Grand Est. Les différents classements établis durant la journée permettront de sélectionner les participants à l'épreuve de cross nationale qui se tiendra en Corrèze à l'hippodrome d'Arnac-Pompadour le samedi 21 mars prochain. Le congrès annuel des maires de Haute-Marne s'est déroulé au complexe culturel de Nogent ce samedi. Crise des Gilets jaunes, grand débat et avenir des collectivités ont été abordés avec en invité d'honneur Gérard Larcher. Sur place, Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Les maires de 426 communes de Haute-Marne étaient invités ce samedi 5 octobre à Nogent pour leur congrès annuel. Invité d'honneur cette année, Gérard Larcher, président du Sénat. Il était là pour leur présenter entre autres l'assouplissement de la loi NOTRe pour en corriger quelques effets pervers, mais aussi pour leur demander de ne pas baisser les bras dans leurs fonctions. Parmi les grands axes évoqués durant cette matinée, la place des conseillers municipaux dans des intercommunalités de taille importante. La moitié des intercos fonctionnent aujourd'hui bien. Que dans l'autre moitié, il reste une moitié qui, une fois ajusté un certain nombre de fusions qui ont été à caractère obligatoire et forcé, finiront par marcher sans trop de difficultés. Puis il en reste un quart, dans lequel vous trouvez toutes les catégories, y compris celles qui ont la taille de mes chemises, c'est-à-dire XXL, dans lequel vous avez le sentiment de dépossession des maires. Et je ne vous parle pas des conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Ils ont souvent le sentiment de ne servir à rien. Autre thème abordé lors de ce congrès, la désertification médicale. On a l'impression, je suis tout à fait d'accord, que les mesures ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et surtout, on crée un climat épouvantable parce que les communes deviennent concurrentes, celles qui ont une maison de santé et celles qui n'en ont pas. Quand on en crée une, on sait très bien que ça ne va pas suffire à amener les médecins. Quand on n'en crée pas, nos administrés nous disent « mais qu'est-ce que vous faites ? À côté, il y en a une ».
Quand on en crée une, les médecins, les professionnels, comme ça a été évoqué, qui se sont débrouillés par eux-mêmes, qui ont créé leur propre maison, se disent, mais alors, nous, on s'est débrouillés tout seul, et maintenant, ils attendent que tout soit... Voilà. Et surtout, j'insiste bien là-dessus, surtout, c'est à chaque fois à grands coups d'argent public, et sans rien pouvoir exiger en retour. Mon collègue de Biel doit être dans la salle. Nous avons à 8 km d'ici un médecin qui, à 18h, un vendredi soir, a téléphoné à la maison de retraite où il avait une trentaine ou une quarantaine de patients en disant « Demain, je m'en vais ». Mais il s'en allait pas en vacances, hein. Il a déboulonné sa plaque. Les patients qui l'avaient eu encore le matin en étaient bouche bée. Il n'a rien dit à personne. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. Et les gens ne trouvent plus à se soigner. Enfin, c'est un retour en arrière, mais colossal. Ce congrès s'est organisé sous forme de débat où les élus des différentes communes ont pu faire part de leurs inquiétudes sur des sujets plus ou moins pointus aux différents acteurs sur scène, présidents de département, préfètes, sénateurs et députés. Donc j'aimerais savoir quels sont exactement les assouplissements prévus par ce texte et seront-ils applicables à compter de 2020 ? L'article 1er va prévoir l'instauration de Conseil des maires, mais qui ne sera pas simplement une réunion d'amicale, mais un lieu où on prépare des décisions, les maires. Le second des sujets va être l'exercice des compétences. Exercice des compétences, et là il y a encore un point de débat avec le gouvernement, puisque le texte qui nous est proposé, engagement et proximité, à 80% est issu du texte que nous avions voté en juin 2018. C'est, première chose, on a, vous le savez, compétences obligatoires, compétences facultatives. Faut-il garder les optionnels ? Nous pensons, au Sénat, majoritairement, qu'il faut simplifier, parce qu'on a besoin de simplification, et que donc, optionnels, on les fait disparaître. Troisièmement, il est envisageable de s'organiser par pôle dans les grandes intercommunalités. Et d'ailleurs, que le maire reçoive, pour la partie qui concerne sa commune, autorité sur les services de l'EPCI. Donc, qu'il retrouve une part, j'allais dire, de ses compétences. Sur l'eau et l'assainissement, sur lequel je le dis tendrement aux députés, plutôt à Madame la députée, on aurait dû s'éviter 2 ans d'aller-retour. Oui, elle me dit qu'elle est d'accord, mais vraiment, là, pour des raisons incompréhensibles, on a fait des bêtises. On pourra, de manière plus simple, je n'ai pas dit que ce serait très facile, redécouper un EPCI en 2 ou 3, et on pourra, quand les choses ne vont pas bien, que ça ne correspond pas au bassin de vie, quitter un EPCI pour en rejoindre un autre, mais à 2 conditions. C'est que l'EPCI vous laisse partir. Ah oui, c'est le vote des élus, là, c'est pas le préfet. On s'est suffisamment plaint que ça soit le préfet, il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi, hein. Et que l'EPCI qui accueille soit d'accord. Un nouveau texte de loi est donc en cours d'élaboration. Il devrait être présenté à la fin de l'année 2020 et marquerait visiblement l'acte 3 de la décentralisation. Vive la Haute-Marne, vive la République et vive la France! La fête de la science a été célébrée au musée de Saint-Dizier ce vendredi. Les visiteurs ont pu découvrir quelques figures locales du monde scientifique et des belles lettres. Émilie Duchâtelet, Jean-François Lescuyer et bien d'autres. Reportage Linda Benaïssa et Rémi Morbin. Tour néogothique à l'angle du jardin de Jean-François et des remparts de la ville. On pouvait voir en effet... Les applaudissements ont retenti vendredi soir et sont venus éveiller les tableaux de la salle des Beaux-Arts du musée de Saint-Dizier. Une quarantaine de personnes étaient présentes dès 18h à l'occasion de la 28e édition de la Fête de la Science. Cet événement gratuit était organisé par le musée de Saint-Dizier et mis en jeu par l'association des Amis du musée et du patrimoine. Les acteurs ont été conseillés par Madame Pascale Rousselot, chargée de la médiation culturelle. Ce que nous souhaitons, c'est faire le lien aussi avec l'éducation et en particulier avec les jeunes. Alors il nous a semblé peut-être plus intéressant pour eux de nous voir habillés en tenue d'époque.
Et puis la science n'est pas réservée à des gens tristes. Et ici, nous avons donc choisi 4 personnages. Sous les regards attentifs des spectateurs, des grandes figures scientifiques, 3 femmes et un homme ont repris vie le temps de cette soirée. Marianne Ing, qui cherchait des fossiles en Angleterre. Émilie du Châtelet, qui a séjourné à Cirey-sur-Blaise, au château, avec Voltaire, et qui s'est passionnée pour la physique, les mathématiques. Première femme à publier quelque chose officiellement. Marie Curie, qui aimait bien faire de la bicyclette, et à cette époque, cela posait problème. Et puis enfin, une figure masculine, Jean-François Lécuyer, qui n'est pas une personne célèbre, contrairement à mes trois autres collègues, une figure plutôt locale, un petit peu méconnue, que nous cherchons aussi à faire connaître et à qui nous devons une partie de la collection ornithologique du musée de Saint-Dizier. Raconter la science par la voix des personnalités qui la font, tel était le but de l'événement. Aussi cette possibilité, avec ce genre de proposition, peut-être de pouvoir brasser un public très différent et pouvoir justement ouvrir la culture au plus grand nombre possible. Alors prochainement, nous allons donc faire une soirée comptée, notamment avec le thème en lien avec le thème d'Halloween qui se rapproche, donc au musée, donc en partenariat avec le CPUE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du pays de Soulaine, où là justement on sera en nocturne au musée, et peut-être avec toujours en lien, en découvrant les collections au travers de contes qui seront animés par une conteuse, et donc justement nouvelle façon de voir les collections. Loin de rester sur ses acquis, le musée de Saint-Dizier n'a de cesse d'innover pour se rapprocher de son public. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.